Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de retour avec un webinaire du Lab UC by Cyber avec ses partenaires Aramis, cabinet d'avocats spécialisé en droit des affaires et nouvelles technologies, et Neoxam, leader sur le marché de la gestion de la data, fund et risk management dédié au secteur de la finance. Est-ce que vous m'entendez? Juste un petit check pour voir si tout le monde peut m'écouter. On t'entend très bien, Anassé. Parfait. Parfait, on peut continuer alors. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour une petite heure et notre objectif sera de aborder et débattre autour de la thématique ISR, des critères ESG et des finances durables. Donc, les placements financiers dans lesquels vous investissez ont-ils des objectifs de durabilité? Prennent-ils en compte des critères ESG? Depuis le 10 mars, les acteurs financiers sont contraints de répondre à différentes obligations et notamment les règlements SFDR. Disclosure et les évolutions réglementaires récentes permettent aux acteurs financiers de progresser sur l'intégration des critères ESG, mais aussi ils vont aller au-delà de ça et ils vont poser quand même des petites questions, des mises en œuvre pour un défi opérationnel qui peut être très important pour les acteurs de marché. Donc cette application peut être ou peut prendre un peu plus de temps pour les différents conseillers financiers et acteurs de marché. Collecte de gestion, de la donnée extra-financière, renouvellement des gammes de produits, émergence de nouveaux acteurs, remise en cause des modèles existants. Nous faisons le point sur tous les enjeux portés par cette nouvelle réglementation. Aujourd'hui, nous sommes avec trois intervenantes qui font partie de la poussée by Cyber, qui est un laboratoire d'idées indépendantes et un collectif qui s'appuie sur l'expertise des différents participants afin d'éclairer sur les chemins critiques sur les thématiques dédiées aux unités de compte. Donc, nous avons aujourd'hui Anne-Hélène Letroquer, associée au sein du cabinet Aramis, Sandra Guirou, responsable grand compte chez Neoxam, et Mathilde de Courtis, qui est la directrice de l'offre à transformation chez Cyber. Je vais vous présenter rapidement notre agenda aujourd'hui. Donc, elle est divisée en 7 parties afin de vous présenter une vision actuelle et prospective de la finance durable et aussi l'évolution du cadre réglementaire qui est en pleine mutation. Également, nous allons parler des impacts au regard de la data, sa normalisation et les impacts sur la partie stratégie et les renouvellements de produits, ainsi que les nouvelles tendances du marché. Enfin, nous allons conclure par les acteurs qui pourront bénéficier de ces changements et nous allons répondre à la question comment aller au-delà de la conformité ESG. N'hésitez pas à poser vos questions sur les fils de discussion. Nous allons vous répondre à la fin de notre webinaire. Alors, lorsqu'on dit finance durable, de quoi parle-t-on, Mathilde? Alors déjà, bonjour à tous. Donc, grosso modo, quand on dit finance durable, et je ne vais pas m'attarder très longtemps sur ce point parce que j'imagine que tout le monde est relativement familier avec l'ensemble des terminologies qui touchent à l'ISR, ISR, ESG, Impact Investing. Mais donc, en synthèse, la finance durable, ça désigne l'ensemble des politiques et stratégies financières qui prennent en compte les fameux critères ESG. Et aujourd'hui, et c'est ça qui est important, on dresse le constat suivant, la finance durable n'est plus un effet de mode. Alors quand on dit ça, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que le marché a longtemps été trusté par les institutionnels, avec d'ailleurs plus ou moins d'opportunisme, d'où le fameux terme de greenwashing. Et force est de constater qu'aujourd'hui, il se retailise très rapidement. Ainsi, le marché ISR était encore 90% investi par les institutionnels au moment de la loi Pacte. C'est d'ailleurs un des constats que faisait Bercy à l'époque. Et on observe aujourd'hui qu'il y a une véritable bascule vers un marché retail. Alors, comment ça s'explique? Il y a plusieurs facteurs. Et le premier d'entre eux tient à un renversement d'opinion. Parce que l'ISR a longtemps été considéré comme une valeur qui n'était pas assez performante. Or, on a pu se rendre compte que, d'une part, l'ISR peut être performant, voire résilient. Et c'est la crise Covid-19 et le crack action concomitant qui a permis de vraiment pouvoir remettre en avant la résilience des valeurs ISR, leur valeur contracyclique finalement. Et donc, on a vraiment eu un renversement de l'opinion là-dessus. Par ailleurs, et ça c'est le second facteur, évidemment, le régulateur a été très déterminant dans ce mouvement de marché
de massification de l'investissement ISR. On peut citer les accords de Paris de 2016, le plan d'action 2018 de la Commission européenne, et encore les objectifs de développement durable à horizon 2030. Donc on a finalement, avec à la fois le contexte économique et le contexte réglementaire, une augmentation des encours ISR qui est exponentielle, avec, par exemple, en quelques chiffres, au 31 décembre 2020, l'ISR compte plus de 900 fonds ouverts aux investisseurs particuliers pour 461 milliards d'encours. Alors que si on rétropédale un peu plus en amont, en 2010, on a, de 2010 à 2015, le label ISR représente plus de 95% de l'ensemble des fonds labellisés, des Greenfin ou Finansol. En 2021, on a 690 fonds qui sont labellisés ISR, donc pour 470 milliards. Donc on a une évolution, on passe de 96 milliards en 2010 à 352 milliards en 2020, donc c'est une augmentation de plus de 260%. On a donc vraiment un marché qui, en termes de volume, ne cesse de croître. Pour autant, on a un marché qui reste très hétéroclite, très hétérogène, et on a presque autant de méthodologies de scoring ou de labellisation dite ISR que d'acteurs. Donc finalement, la transparence qui est demandée par le régulateur est extrêmement complexe à mettre en œuvre. C'est ce qu'évoquait Anassé tout à l'heure. On a une mise en conformité qui porte son lot de défis. Et donc, dans ce contexte, le fameux plan d'action 2018 de la Commission européenne, il a pour objectif principal, justement, d'avoir plus de transparence sur les choix méthodologiques opérés, ainsi que sur l'origine de la donnée ESG, afin d'avoir justement cette comparabilité entre produits et pour pouvoir véritablement rendre compte de la performance des actifs ISR. Par ailleurs, on a 3 enjeux majeurs autour de ce plan d'action. 1, la réorientation des flux de capitaux vers les investissements durables, donc mouvement que l'on observe. 2, l'intégration systématique de la durabilité dans la gestion des risques. Et 3, la favorisation des activités de long terme dans l'économie. Donc finalement, on a bien un mouvement de marché qui s'installe dans la durée avec un marché qui se retailise. Merci Mathilde. On salue vivement le lancement de cette démarche de la Commission européenne. Pour autant, on voit que la mise en œuvre opérationnelle constitue un vrai défi pour les acteurs de marché. SFDR, taxonomie, benchmark, ces différentes réglementations ont émergé afin d'accroître les exigences réglementaires et de transparence sur les produits financiers. Prenons par exemple SFDR. Après quelques mois d'application, on voit très bien que chaque société de gestion a sa propre interprétation de la norme, car il n'y a pas de règles aujourd'hui claires au niveau européen. Ce qui fait que les sociétés de gestion ont plutôt une approche assez prudente pour cette première année de mise en vigueur, d'entrée en vigueur. Anne-Hélène, pourras-tu nous expliquer comment répondre à un régulateur ou à une régulation qui est en évolution et encore en cours de construction? Comment peut-on anticiper cette mise en œuvre prospective? Merci Anassé, bonjour à tous. Effectivement, l'ensemble des acteurs de marché et des conseillers financiers vont devoir prendre en compte les risques de durabilité et l'intégration des critères ESG dans leur processus d'investissement et de décision, la gouvernance produit, mais aussi dans l'ensemble des publications. Et comme le disait Mathilde tout à l'heure, la crise sanitaire a joué ici vraiment ce qu'on pourrait appeler un accélérateur de particules. Il va donc falloir trouver un équilibre entre un besoin d'homogénéisation de la donnée ESG et autant qu'il est possible, limiter les effets négatifs qui pourraient être dus à une réglementation trop contraignante ou trop peu lisible. Le corpus législatif européen qui est actuellement en vigueur a été très influencé par le droit français, puisque depuis 2015 et le vote de la loi de transition énergétique qu'on connaît bien, la France a instauré un cadre réglementaire qui était pionnier, véritablement, sur la transparence des informations extra-financières au bénéfice des investisseurs et notamment en matière de climat. Et depuis cette date, la France exige donc depuis déjà plusieurs années la publication des modalités de prise en compte des critères ESG dans les politiques d'investissement, tout en encourageant à considérer les risques climatiques. On a aussi lu récemment, d'une part, suite à la loi à la loi énergie et climat, on a eu un décret de 2015 qui a donné lieu à un bilan d'application sur le reporting extra-financier et ce corpus a également influencé le dispositif européen en matière de finances durables, dont le fameux et bien connu règlement SFDR qui en est un des piliers. Et il est ressorti du bilan de ce décret d'application que
le constat qui peut être fait, c'est qu'il reste beaucoup de progrès à faire sur la cohérence et l'harmonisation des indicateurs et des méthodologies qui sont utilisées. La France est allée plus loin puisque on avait eu donc en 2019 la loi énergie-climat et le décret d'application de cette loi est sorti donc en mai dernier. Il vient compléter le droit européen dans 3 domaines clés: le climat, la biodiversité et l'intégration globale des facteurs ESG dans les dispositifs de gestion des risques, de gouvernance et d'accompagnement dans la transition pour les acteurs de marché. Et sous cette impulsion, qui répond elle-même à véritablement une demande de marché, l'Europe a fait encore évoluer sa réglementation et on en a parlé avec Mathilde, a initié le plan d'action en 2018. On en a rappelé les 3 piliers majeurs. Donc, on va brièvement, les 3 grands textes qui sont sortis, on les connaît tous. On en a parlé plusieurs fois. Le règlement SFDR de 2019 qui est entré en vigueur en mars cette année, et donc qui vise à fournir plus de transparence sur les caractéristiques ESG des produits financiers et leur caractère durable. C'est la classification qu'on connaît bien maintenant des produits en article 9, article 8 et article 6. On a eu Benchmark en 2019 qui, lui, est venu créer 2 indices bas carbone et exiger et introduire des exigences de transparence sur la prise en compte des critères ESG. Et puis, on a eu également le règlement taxonomie en 2020 qui, lui, visait à créer un langage commun pour identifier les activités durables et fixer 6 objectifs environnementaux susceptibles de caractériser une activité économique de durable, dès lors qu'elle contribue à l'un de ces objectifs. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde un petit peu maintenant le dispositif de sanction, à ce stade, la plus grande partie des acteurs sont encore soumis au principe que l'on appelle du comply or explain. Et en d'autres termes, le régulateur ici, plutôt que de sanctionner les acteurs, vise davantage à sensibiliser ces derniers sur la prise en compte des critères ESG dans leur stratégie d'investissement. Et en application de ce principe, du coup, les acteurs peuvent choisir soit de s'y soumettre, à tout le moins pour ceux qui y sont d'ores et déjà assujettis, soit d'y déroger et dans ce cas, expliquer pour quelles raisons ils ne souhaitent pas appliquer cette réglementation. Donc, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on est dans un cadre réglementaire qui est encore mouvant, avec des chantiers de mise en œuvre qui sont extrêmement complexes et coûteux. On parlait des CFDR, on sait aujourd'hui que les textes d'application et ce qu'on appelle les actes délégués de niveau 2 sont toujours en cours d'élaboration et notamment il y a ces fameuses normes techniques d'application, qu'il s'agisse SFDR ou taxonomie, qui ont été décalées dans le temps et qui n'entreront en vigueur à date qu'en juillet 2022. Et voilà, donc les contraintes auxquelles sont confrontés encore les acteurs, on a un calendrier d'application qui reste serré, on a un manque de précision dans le rôle de l'ensemble des parties prenantes, on a des enjeux de mise en œuvre qui sont couplés à des problématiques juridiques complexes, on a des questions de supervision et encore une fois de coût. Néanmoins, ce qu'on pourrait recommander aux acteurs aujourd'hui, c'est plutôt d'avoir une position attentiste ou statique, c'est plutôt d'opter pour une mise en œuvre dynamique et prospective en anticipant l'évolution législative de la finance durable, à tout le moins jusqu'à minima, et procéder à ce qu'on pourrait appeler une revue un peu holistique de leur business model et les faire évoluer sans pour autant, et en tout cas pour éviter que le travail normatif qui est en cours les déstabilise. Ici, on peut compter, je crois qu'on peut dire ça aujourd'hui, on peut compter sur le rôle des régulateurs nationaux et en particulier en France sur l'AMF et la CPR qui depuis de nombreuses années jouent un rôle extrêmement proactif et elles se sont inscrites vraiment dans l'accompagnement davantage que dans la sanction. Elles ont créé, à titre d'exemple, une commission énergie, climat et finances durables qui permet de réunir l'ensemble des parties prenantes et aider justement les régulateurs à conduire leur mission de régulation et de supervision sur les thématiques de la finance durable. On peut rappeler aussi la position recommandation de l'AMF de 2020 qu'elle a fait encore évoluer dans son dernier rapport de décembre sur les approches extra-financières dans la gestion collective. On peut encore aussi parler de la loi Pacte qui a confié une mission spécifique à l'AMF qui aujourd'hui est chargée de veiller à la qualité de l'information fournie par les sociétés de gestion dans leur stratégie d'investissement. Et donc, ce qui est intéressant pour en conclure, c'est que le rôle de la France au niveau législatif et de ses régulateurs est vraiment très important parce qu'il ne faut pas ignorer le sous-jacent de concurrence normative.
qui constitue un élément de compétition globale, non seulement entre les États, mais aussi entre les acteurs économiques. Et on a vraiment un rôle ici à jouer pour marquer une empreinte française et imposer nos standards dans ce domaine. Donc, je crois qu'on peut dire que le cadre réglementaire de la finance durable est aujourd'hui un bon exemple d'un droit qui se met au service véritablement de l'impact et de la transition. Mais merci Anne-Hélène. On voit effectivement avec tes explications que le droit se met au service de l'impact et de la transition. Et ces évolutions réglementaires forcent les acteurs de marché, mais aussi les conseillers financiers, à rendre leur activité de plus en plus transparente. Cependant, cela engendre des impacts internes à anticiper en amont par ces dernières, notamment lors de la mise en œuvre plus opérationnelle. Comment vont-ils récupérer la data? Quels impacts potentiels pouvons-nous attendre en termes de données? Comment normaliser un marché qui est déjà en run? Mathilde va nous expliquer tout cela dans les slides suivantes. Merci Anassé. Donc, comme tu le dis, on est sur un marché qui est déjà en run et comme on l'a vu en introduction avec quelques chiffres, on a un marché de l'investissement durable qui croît. Pour autant, sa crédibilité dépend vraiment de la qualité et de la fiabilité de la donnée extra-financière qui est utilisée, puisque c'est ça qui permet aujourd'hui de qualifier ce qu'est ou pas un investissement labellisé ISR. Et donc, comme le disait Aniel, il s'agit de trouver un équilibre avec ce besoin de standardisation et d'homogénéisation de la donnée ESG, et en même temps, cette nécessaire croissance rapide des encours pour enclencher cette mue des marchés financiers. Donc, finalement, aujourd'hui, on a les données classiques que les acteurs sont très habitués à récupérer, auxquelles se surajoutent les fameuses données dites ESG. Et donc, aujourd'hui, on a des canaux, finalement, qui ne sont pas les mêmes. On peut se poser la question de savoir si, finalement, ces deux types de données ne vont pas à un moment converger. Est-ce qu'on se posera toujours la question et est-ce qu'on continuera à qualifier dans 10 ans les données extra-financières de cette manière ou est-ce que les données financières engloberont de facto ces sujets extra-financiers sans qu'on ait à les nommer? Ça, c'est éventuellement quelque chose que l'on peut envisager comme impact potentiel à long terme. Mais pour autant, aujourd'hui, on a un vrai sujet donc de collecte et d'analyse de ces données. Et on peut résumer ça en 3 enjeux majeurs. Le premier, c'est la maîtrise de l'information et du schéma directeur IT. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? D'abord, il faut identifier les informations et savoir si elles sont disponibles plutôt en interne, plutôt en externe. Après, il faut faire ce travail de classification, donc qui est incorporé dans les différentes réglementations, et SFDR en est un très bon exemple avec cette classification en article 6, 8, 9. Ensuite, là, il faut récupérer les informations. Et ensuite, il faut les mettre à disposition à travers des indicateurs qui peuvent être différents d'ailleurs entre les systèmes consommateurs aval, qui soient à destination des clients finaux ou des reporting à destination du régulateur ou d'autres choses qui soient exploitées en interne. Donc ça, c'est pour la maîtrise de l'information du schéma directeur IT. On a aussi un sujet évidemment donc de data quality, on y reviendra. Tout l'enjeu, c'est de sécuriser les données pour être en capacité justement de produire ces dits reporting. Et donc là, et on y reviendra aussi, se pose la fameuse question de la transparisation des portefeuilles et de la capacité à mettre à jour ces informations collectées. Et enfin, une fois qu'on s'est assuré qu'on a bien les bonnes informations, qu'elles circulent bien dans l'ensemble du schéma directeur, on a un sujet de reporting et des coûts afférents. Là, c'est tu posais la question de quels sont les impacts en termes opérationnels. Il y a des impacts qui sont non négligeables, puisque finalement, cet amoncellement de réglementation demande en fait de mettre en place de plus en plus de reporting, qui d'ailleurs ne sont pas les mêmes, donc les formats sont différents, ce qui évidemment nécessite des gros travaux informatiques, notamment et principalement pour les acteurs, et process d'ailleurs aussi, ce qui engendre des coûts qui sont non négligeables et qui en même temps de toute façon sont absolument incompressibles, puisque nous sommes sur des obligations réglementaires et de mise en conformité. Et donc, on verra ensuite comment on fait pour dépasser cet enjeu de simple mise en conformité, mais sans négliger les coûts adjacents. Merci Mathilde. C'est vrai que la technologie s'avère être un outil indispensable pour automatiser la collecte, qualifier la donnée, mais aussi intégrer toute cette data et les critères ESG. Et cela forcément représente un coût pour les acteurs et les conseillers financiers.
D'un point de vue pratique, Sandra, depuis ton expérience, comment concrètement se mettre en conformité? Peux-tu nous expliquer cela avec un use case de manière plus opérationnelle et comment on peut standardiser un marché déjà en run? Alors bonjour, merci. Je vais essayer en tout cas. Donc en fait, les institutions, financières en définissant leur stratégie ISR, elles doivent également en fait définir leur stratégie de données extra-financières pour justement se mettre en conformité. Donc il n'y a pas encore, si longtemps, l'ISR c'était juste dans un coin d'une organisation avec, très, très peu de communication. Et aujourd'hui, en fait, la donnée, elle traverse toute la société. Mathilde l'a évoqué, les besoins en données ESG, sont vraiment multiples. Elles touchent à la fois le comité d'investissement, le risque, jusqu'au reporting, en fait, réglementaire ou non. Donc une stratégie de données, pour vous mettre en conformité, c'est d'abord, dans un premier temps, de choisir le ou les fournisseurs de données en fonction de la stratégie ESG de l'entreprise et du type d'utilisation de la donnée que vous allez faire. Donc quel est son taux de couverture? Géographique, sectoriel, toujours par rapport bien sûr à votre stratégie, d'investissement. Son niveau d'analyse, la qualité de ses données, c'est-à-dire en fait combien d'analystes il a en fait, dans son dispositif pour, justement faire ses évaluations et puis les faire de manière récurrente. Est-ce qu'il est reconnu en fait, dans un domaine? Parce qu'en fait il y a des fournisseurs, très, très généralistes et puis d'autres, beaucoup plus spécialisés, des fournisseurs on va dire de niche. Son coût, hein, parce que forcément, la prise en compte des données ESG, ça entraîne souvent, un surcoût. Par exemple, en fait, on voit, nous, certains de nos clients, afin d'avoir une couverture, suffisante ou même juste, en fait, une tendance, plus ou moins fiable par rapport à un critère particulier, vont faire souvent appel, en fait, à plusieurs sources de données. Et si on prend, par exemple, l'empreinte carbone, si on prend le scope 1 et 2, on peut avoir une variation entre 10 à 15 entre les différents providers. Si on parle du scope 3, ça peut aller jusqu'à 200. Donc c'est aussi dû pour le scope 3 à la difficulté, hein, de calculer cette donnée, mais on voit qu'il peut y avoir vraiment de grandes variations. Et puis en fait, après, il va falloir définir, précisément les critères que vous souhaitez suivre. On a des clients qui collectent jusqu'à 1 millier de données, mais bien sûr, ce n'est pas en fait les critères finaux, hein, qui sont suivis et distribués. La donnée avant, elle est collectée, analysée, qualifiée, filtrée, pour en fait, à la fin, peut-être arriver entre, 70-100 critères maximum. Ensuite, savoir si, vous voulez ou est-ce que vous utilisez déjà des notes? C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez, par exemple, faire vos propres scorings? Faire des dérivations de données à partir, par exemple, de moyennes, appliquer, vos pondérations et dans ce cas, en fait, on va utiliser un peu plus de données dites, brutes. Sans compter qu'en plus les données maintenant nécessaires pour la réglementation SFDR et taxonomie, là encore, il y a encore un plus grand besoin de données brutes. Donc, une fois que votre périmètre est identifié et qu'on sait les traitements que l'on va opérer, on va dire, sur la data, il va falloir l'intégrer dans un modèle de données. Et là, un outil de data management comme Data Hub peut vous aider en fait à mettre en place les traitements les plus utiles ou les plus efficients possibles. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir des facilités d'intégration de nouveaux flux. Ça bouge très très vite, d'accord, on le voit donc sur les 2, 3 prochaines années. La possibilité de croiser, d'accord, différentes sources. Opérer bien sûr un suivi de qualité avec, des process de rémédiation et surtout, disposer d'un accès facile à la donnée. À mon sens, en fait, ces 3 critères sont un peu le triumvirat pour avoir un reporting ESG, intégré au sein, du SI. Et si on parle, d'harmonisation, d'un marché qui a déjà, pas mal initié, de choses, en fait, sans surprise, c'est, le législateur, le régulateur qui vont clairement, hein, nous y aider progressivement avec, leur calendrier. Alors les exigences sont telles hein, avec les derniers textes que forcément ça paraît, très intense et un peu, marche forcée. Mais au fur et à mesure, en fait, il va y avoir une convergence, parce que, il ne sera pas de toute façon possible, de reporter vis-à-vis du régulateur sur un certain nombre de critères ou, KPI et en utiliser d'autres complètement différents pour, par exemple, des besoins de gestion. Donc la convergence, elle se fera très progressivement.
Avec la mise en place des labels, en fait, les différents acteurs de marché ont commencé déjà à mettre pas mal de choses en place, à intégrer des outils de sélection dans leur protocole d'investissement, en incorporant des priorités, des exclusions, même si encore, enfin voilà, Mathilde le disait, les critères, les objectifs, les modes de sélection, hein, ça reste encore très différent selon les établissements. Mais avec la réglementation SFDR et taxonomie, les critères et les calculs, hein, ils deviennent mieux définis, beaucoup plus précis. Et donc, il va falloir à la fois conserver ce qui a déjà été fait, d'accord? Donc un engagement a été pris sur un certain nombre d'axes d'analyse et d'objectifs, et donc il va falloir continuer à les suivre. Et puis, il va falloir également étendre en fait son modèle et son périmètre de données extra-financières, parce qu'il va falloir peut-être faire d'autres calculs. D'autres flux seront, certainement nécessaires pour couvrir des nouveaux besoins, et tout ça, en fait, il va falloir le faire dans des temps, assez courts. Donc, voilà. Pour ceux, par contre, qui ne faisaient rien, les données nécessaires, en fait, pour répondre aux exigences réglementaires vont devenir de facto leur stratégie de données extra-financières. En fait, la partie réglementaire, ça va devenir le plus petit dénominateur commun de l'univers ESG entre les différents acteurs du marché. Et dans tous les cas, plus vous aurez un outil, évolutif, flexible, qui vous permettra en fait d'assurer rapidement les travaux pour faire toutes ces évolutions du suivi de l'ESG, mieux c'est. Cela vous permettra en fait de suivre et de mesurer, les efforts réalisés, mais également ça vous permettra en fait de pouvoir, justifier et expliquer les résultats et les analyses, effectuées. Merci Sandra. On comprend qu'il y a 2 enjeux majeurs. Donc, d'un côté, on a la normalisation de la data, mais aussi, le deuxième enjeu, c'est la gouvernance de cette, même donnée et l'architecture SI. Sandra, Mathilde, pourriez-vous nous aider à mieux comprendre les 2 enjeux majeurs? Alors, contre toute attente, Mathilde, je vais prendre la normalisation. Donc Tout à fait. voilà, donc alors pour pouvoir en fait, faire des analyses en comité d'investissement, créer des stratégies, des trajectoires de degrés, mais aussi, produire en fait, l'ensemble, hein, des KPI nécessaires, pour le reporting réglementaire. Il faut en fait disposer d'une vue, centralisée, fiable de la donnée extra-financière, et donc intégrer tout un ensemble d'informations quantitatifs et qualitatifs que l'on va devoir normaliser, calibrer, puis contrôler avant que les différents métiers en fait, les utilisent dans d'autres process, d'autres types, de traitements. L'offre ESG, elle s'est considérablement étoffée, hein, aujourd'hui, et même si on voit qu'il y a une concentration, d'accord, du marché, beaucoup de rachats, de partenariats, mais il y a encore pas mal d'acteurs de niche. Et comme il n'est pas rare en fait d'utiliser, plusieurs sources, cela entraîne des différences de format, des modes d'expression différents, des variations dans la relativité du critère, parce que les offres encore restent hétérogènes, et donc ça complexifie pas mal, on va dire, le traitement de la donnée et tout le travail qu'il va falloir faire. Donc en fait, il faut entreprendre un travail assez important de normalisation une fois que le périmètre de données, pour sa stratégie ESG a été identifié. Moi, je dirais qu'il y a 2 niveaux, on va dire, de normalisation. Le premier, il se fait en fait au niveau de la collecte et de la sélection. Donc un outil de data management va généralement, pouvoir vous proposer, on va dire, des connecteurs ESG avec les grands acteurs du marché. C'est clairement un accélérateur, mais en fait, il y a toujours des choses à faire, à paramétrer et à s'adapter pour justement coller à la stratégie de données de l'entreprise. Sans compter qu'il y a toujours en fait, des angles morts, hein, ce qui peut après en plus entraîne des biais après dans le second niveau de normalisation. Si on prend, tout ce qui est small caps, private equity, il y a en fait, soit un manque d'information, ou alors la donnée elle est peu pertinente, et il va falloir utiliser un autre canal de données, quelque chose de plus direct en fait avec les sociétés comme, des questionnaires avec une liste de réponses possibles, et là encore, c'est une formalisation de l'information qu'il faut pouvoir intégrer en fait dans son modèle ESG et retraiter. Puis après, il y a d'autres cas, en fait, où on peut, par exemple, nous demander, d'utiliser des proxys pour, valoriser une tendance sur, les valeurs manquantes, en prenant, par exemple, la moyenne, en fait, d'un même secteur. Ou alors, on peut être amené à exclure, ces valeurs directement
pour en fait un bon traitement, on va dire, de ces données ultérieurement. Le second niveau de normalisation, c'est la dérivation de sources de données ESG. C'est le travail en fait que l'on doit faire si on veut calculer ses propres notes et ses propres scores. Il faut pouvoir dériver un critère ESG à partir d'un ensemble de données brutes. Et c'est en fait après ce nouveau critère ESG que l'on va suivre et mesurer et qui va servir de base, on va dire, dans les stratégies d'investissement. Donc, on peut voir que le cheminement, en fait, il peut être plus ou moins long pour arriver à la note finale. Et justement, pour faire le point avec ce que tu viens de dire et les termes de cheminement et le mot, on voit bien sur la partie droite du slide que cette data ISR, elle est éminemment cross-acteur, puisqu'elle se retrouve en fait à cheminer entre le provider de data, l'agence de notation, l'asset manager, l'assureur ou la banque, le distributeur, le client final. Donc on a une donnée qui finalement transite d'acteur en acteur, chacun ayant sa stratégie autour de cette data, sa stratégie à la fois, comme le disait Sandra, de captation, de calibration, de normalisation de cette data et derrière de communication. Et comme tu prenais l'exemple justement de la disponibilité de cette data, on sait très bien, et on a déjà vécu ça bien avant que les ISR n'existent, que certaines classes d'actifs finalement, c'est déjà compliqué de récupérer de la data à travers des circuits qui soient formalisés de manière, je dirais, plus industrielle. On peut penser au private equity, on peut penser à l'immobilier. Donc, maintenant, si on fait du private equity ISR, de l'immobilier ISR, on peut quand même envisager que ça rend les choses encore plus complexes. Donc, on a un sujet de disponibilité de cette data. On a un sujet derrière de publication de cette data. Et puis enfin, un sujet d'historisation de cette donnée. Or, quand on sait comment fonctionnent les entrepôts de données chez les assureurs notamment, on imagine que rajouter toute cette surcouche de data, le régulateur demandant de l'historiser à plus de 10 ans, ça n'est pas neutre en termes d'architecture de la donnée pour les différents acteurs. Donc on a un vrai sujet de gouvernance de data, encore une fois, dans un marché qui est déjà en run et qui est cross-acteur. Donc voilà, enjeu de disponibilité, de publication, d'historisation, dans un contexte réglementaire qui de toute façon est forcément contraignant, conduit à retravailler ces modèles, l'ensemble de ces modèles de data autour de la captation et de la présentation de l'information. Et enfin, on a un deuxième enjeu qui est celui après de la gouvernance data, de la gouvernance produit, c'est-à-dire comment on s'assure de la qualité de la donnée qui est transmise et quel niveau de transparisation est à mettre en place, puisque on sait que cette transparisation est essentielle pour déterminer finalement le pourcentage de l'état de détention dans le sous-jacent au travers finalement de toute la chaîne d'investissement. Or, on sait très bien, et on a connu ça là encore bien avant l'ISR, la transparisation des fonds, c'est un enjeu en soi. Donc là encore, aller chercher des critères ISR derrière, transpariser les méthodes de scoring que détaillait Sandra juste avant, est quelque chose qui n'est pas simple. Derrière, il faut pouvoir du coup adapter sa stratégie d'allocation, la justifier, pouvoir être en capacité de réallouer une partie de son portefeuille en matière ISR, ESG, RSE plus globalement, le tout en pouvant tracer et justifier les choix qui sont faits sur la base d'une data qui est mouvante et hétéroclite. Donc on a un vrai sujet de formation finalement, de compétences spécifiques des équipes. Comme tu le disais, Sandra, il n'y a pas si longtemps, l'ISR c'était encore quelque chose qui était un peu à part dans l'organisation, pas vraiment complètement défini, pas complètement cerné en termes et d'outils et de compétences. Et là, on voit bien qu'avec la croissance du marché qu'on a décrite précédemment, on a une vraie professionnalisation du marché autour de cette data ISR avec des outils propres et des compétences spécifiques qui sont en cours de développement dans l'ensemble des équipes. Merci Sandra, merci Mathilde. Donc, enfin, on comprend du coup que pour se mettre en conformité avec les packages de réglementation récents, il est indispensable de définir une trajectoire cible pour l'entreprise permettant d'assurer la collecte des données, sa normalisation et le suivi de la performance des actifs. Face à cette disruption de la chaîne des valeurs ESG et de la collecte de ces données, les acteurs de marché sont-ils prêts? Quelle méthodologie peut-on adopter
quelles étapes faut-il suivre? Sandra, Mathilde, je vous laisse prendre la parole pour nous expliquer cela. Alors, la première étape, on va commencer par celle-là, c'est d'abord de définir qui est responsable de quoi. C'est comme tu viens de le dire, on est sur une chaîne opérationnelle qui est cross-acteur, donc tout l'enjeu, c'est de définir le RACI. Alors, qui sont les stakeholders et dans quel ordre? Et se mettre en position, voilà, de choisir si l'on souhaite driver cette donnée ou la contrôler et à quel niveau, l'internaliser ou la prester et quel séquencement dans la chaîne de valeur opérationnelle et quel potentiel degré d'hybridation de ce modèle opérationnel autour de cette chaîne de valeur data. Le deuxième point, ça sera tout ce qui est structuration du modèle de données, ESG. Donc en fait, une fois que la stratégie de données extra-financière est définie, il faut la modéliser, travailler la donnée pour la normer et s'assurer de l'interopérabilité, on va dire, de la donnée dans votre SI. Elle doit pouvoir être lisible, consommable par tout type d'application ou système et même vis-à-vis de l'extérieur par la suite. C'est d'autant plus vrai si vous utilisez plusieurs sources. Il faut mettre en place des règles de multisourcing pour arriver à ce que nous appelons, on va dire, le concept de golden copy et commencer à travailler la donnée à partir de là. Mais également, si vous souhaitez mettre en place, on va dire, des règles de dérivation pour faire vos propres notes ou même pour simplement calculer, on va dire, les KPI réglementaires. Ou vous pouvez aussi avoir le choix et se dire, bah, tiens, je veux interconnecter mon univers ESG avec des outils de scoring externe ou des librairies mathématiques pour des besoins d'analyse. Ensuite, sur on va dire, ce modèle, il faudra pouvoir historiser la donnée et l'auditer. Comme l'a soulevé un peu Mathilde juste un peu précédemment. Si on prend par exemple pour les fonds à impact ou article 9, il va falloir rendre compte de la progression, de l'effort réalisé. Donc le volume de données s'accroît très très vite et il est utile en fait de pouvoir disposer dans ces cas-là de toute l'élasticité par exemple du cloud pour agrandir en fait à loisir sa capacité de stockage. Et avec les exigences de la réglementation, à mon sens, il sera aussi très utile d'activer ce que nous on appelle des fonctions de data lineage, c'est-à-dire avoir la capacité de voir le cheminement de la donnée et le traitement qui a été appliqué. En offrant en fait la possibilité de voir l'historique, les règles d'héritage, ça facilite la compréhension des choix et donc un meilleur suivi des investissements. Et puis, alors par-dessus tout, là-dessus, c'est pour moi, bien sûr, il y a toujours tout ce qui est contrôle de qualité automatique, mais surtout que, comme la donnée, on va dire, doit pouvoir être consommée par tout type d'acteurs et applications, la mise à disposition d'API pour la donnée extra-financière permet, on va dire, de servir après plusieurs besoins. Donc, on peut par exemple obtenir, je voudrais que les données extra-financières S, E ou G, pour un titre, une liste de titres, une entité, un portefeuille, ou alors je voudrais uniquement travailler avec tout l'univers ESG, mais que par rapport à un fournisseur, ou alors travailler par exemple que sur la golden copy. Donc voilà, donc c'est toute cette structuration du modèle sur laquelle il faut penser par rapport au mode d'utilisation que vous allez avoir. Mais on va dire que au-delà de la structuration du modèle, il faut aussi penser à la construction, on va dire, de la solution de bout en bout. Et là, je vais laisser Mathilde, qui a une meilleure position que moi, en tout cas, pour répondre à cet aspect-là. Oui, effectivement, donc après avoir défini le ratio en étape 1, structurer le modèle en étape 2, comme vient de le décrire Sandra, il faut construire la solution. Et donc là, comme tu le disais justement, il y a une vraie réflexion architecturale à avoir, puisqu'il faut que l'architecture IT autour de cette data ISR soit pensée de manière globale pour permettre d'industrialiser au mieux les processus et gagner évidemment en efficience, et on le verra un petit peu après, en coût. Parce que les évolutions nécessaires en termes d'architecture doivent prendre en compte finalement l'ensemble des besoins et contraintes de chaque outil et de chaque métier à chaque étape de la consommation de cette donnée, c'est-à-dire de la récupération à la mise à disposition aux clients, aux prospects, aux régulateurs. Donc on a une transformation de l'architecture qui nécessite évidemment une étude des coûts fixes, variables, internes, externes, qui sont à anticiper et qui sont vraiment à constituer de manière globale. Donc, en sommant les coûts de projet, les coûts de licence, d'évolution des outils, d'interfaçage, comme le disait Sandra, parce qu'on a pour le coup des vrais enjeux d'interfaçage entre les différentes briques que constitue cette chaîne de valeur, de création de flux entre outils pour faire transiter cette donnée. Donc, finalement, comment on construit son modèle? Il faut d'abord se poser la question de quelles sont les fonctionnalités core qu'on attend dans la solution que l'on choisit.
Et alors là, il y a plusieurs options possibles, puisque comme on est sur, encore une fois, une chaîne de valeur qui est cross-acteur, avec des acteurs qui peuvent être positionnés sur une brique, en mode, comme on dit, stand-alone, ou à l'inverse, sur plusieurs briques à cheval, pouvant traiter du coup toute ou partie de la chaîne de valeur, se pose la question voilà, de quelle combinaison fait-on, quelle hybridation du modèle au global, et donc quel rôle on se donne en tant qu'acteur, notamment en tant qu'assureur. Voilà, comment je veux pouvoir piloter cette chaîne de valeur, quel rôle je veux avoir dans cette chaîne de valeur, et donc partant, qu'est-ce que je délègue, qu'est-ce que je ne délègue pas, qu'est-ce que je développe en interne, qu'est-ce que je preste à l'extérieur, et donc voilà, comment je crante ma vision de bout en bout, et qu'est-ce que je fais comme combinaison de solutions possibles. Merci Sandra, merci Mathilde. Donc jusqu'à là, nous avons présenté les plans d'action de l'Union européenne avec les focus sur les évolutions réglementaires afin de décomposer l'impact sur la partie collecte de la donnée et normalisation, mais aussi sur les systèmes IT et l'architecture IT. Maintenant, nous allons aller plus loin et surtout mieux comprendre les impacts sur les stratégies produits. Quelles sont les nouvelles tendances des marchés? Mathilde, je te laisse la parole. Oui, alors, merci. Alors, la première tendance que l'on voit et qui est une tendance finalement qu'on a étayée avec des chiffres tout à l'heure et qui est assez classique, c'est-à-dire qu'on a d'abord une augmentation des volumes qui est très forte et qui est suivie par une diversification en termes de classes d'actifs. C'est-à-dire que d'abord, l'ISR, c'était quand même l'apanage du marché des fonds. Et donc, on avait voilà, tout un tas de fonds dans lesquels on voyait dans le libellé Sustainable, Responsable, ISR, Impact. Bon. Donc, il y a eu tout ça. Tous les asset managers ont décliné ça sur toutes les gammes de fonds possibles, et de fonds d'ailleurs. Et aujourd'hui, pour des raisons justement de massification de ce marché, comme on disait tout à l'heure, de retailisation du marché, on a une déclinaison ISR sur l'ensemble des classes d'actifs. Donc, on a d'abord eu les fameux green bonds, on voit sortir de plus en plus d'ETF durables, de produits structurés avec des sous-jacents ISR, également de supports immobiliers qui détiennent leur propre label ISR. Donc, on a vraiment une déclinaison par classe d'actifs. Ça, c'est la première tendance. La seconde tendance, c'est la création finalement et le regroupement des gros acteurs institutionnels autour de ces enjeux finalement de mouvements de marché vers plus d'investissements ISR. Donc, on connaît le regroupement des assureurs, Net Zero Insurance Alliance, la même chose côté Asset Owner. On voit bien qu'on a du coup un mouvement de marché qui se consolide finalement autour de cette thématique, alors qu'on avait eu jusqu'ici plutôt une affirmation de positionnement individuel, acteur par acteur. On peut citer par exemple Generali, qui s'était rapproché de Sycomore, il y a quelques années maintenant, Sycomore étant très connu pour son positionnement ISR à l'époque. Donc voilà, chaque acteur avait affirmé son positionnement ISR, et là, on a des groupements d'acteurs, donc on voit bien qu'on est sur un mouvement de marché qui se renforce encore davantage. Ça, c'est le deuxième mouvement. Et le troisième, c'est la thématisation de l'offre ISR. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'ISR a été considéré comme une thématique en elle-même, donc on y mettait à peu près tout. Hein. Alors, souvent, et au départ, c'était très autour de ce qui était environnemental, vert, et puis petit à petit, on est allé vers des choses qui pouvaient également refléter le critère S de ESG, puis G. Et maintenant, on a vraiment une thématisation qui est liée à cette retailisation du marché. On a besoin d'avoir quelque chose qui parle en fait aux clients finaux, qui soit proche de lui. Et donc, on a certaines thématiques qui sortent. Donc, on a, par exemple, la thématique de la digitalisation, de la disruption, de la robotique, de l'automatisation. Ça, ce sont des thématiques qui collectent très fort, et notamment pour les fonds article 8 dans la classification SFDR. On a pour les fonds article 9 tout ce qui est climatique, énergie nouvelle, et on a vraiment des mouvements de collecte qui sont très clairs et très nets. Si on regarde les chiffres, on a vraiment une multiplication par 2 de la collecte sur ces thématiques. Donc, on passe de 6 milliards à un peu plus de 13 milliards en quelques années. Donc, on a vraiment un mouvement de marché qui est très fort. Et ce mouvement de thématisation, on le retrouve sur d'autres thématiques que l'ISR, bien sûr, mais c'est très fort sur le marché ISR.
Donc, on a, comme on le disait, en termes de classe d'actifs et de déclinaison, la classe d'actifs qui sort son épingle du jeu, je dirais, et qui aujourd'hui est très booming sur le marché, c'est les fameux ETF thématiques, qui sont très en vogue aujourd'hui. Tous les acteurs en sortent ou en font des co-conceptions de ces instruments-là. Donc vraiment aujourd'hui, si on devait faire une recommandation sur quelles sont les évolutions de marché en termes de gamme de produits et qu'est-ce qu'il faut absolument sortir si on sort une offre ISR, il faut absolument sortir un ETF thématique durable. Anne-Hélène, tu es Ouais, en mute. Excusez-moi, j'avais laissé mon micro. Oui, Mathilde, je rebondissais parce que c'est vrai que tu mentionnais les green bonds. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations sur les produits qui sont structurés par les acteurs et proposés aux investisseurs. On avait les fameuses obligations vertes qui ont rencontré beaucoup de succès ces dernières années. Et d'ailleurs, l'AMF s'était aligné avec son alter ego néerlandais, l'AFM, pour définir et avoir une position commune sur le contenu du prospectus lié à l'émission de ces green bonds. Et aujourd'hui, on voit un nouveau produit se développer qu'on appelle les Sustainable Linked Bonds, qui sont somme toute des titres de créance auxquels est attaché un coupon et qui comportent une incitation financière pour leur émetteur à s'engager dans une trajectoire qui est plus durable de son business model. Alors, le produit n'est pas nouveau. Les émissions de ce qu'on peut appeler de SLB se sont développées de manière assez confidentielle au cours des derniers mois en Europe. Effectivement, ça se faisait essentiellement à travers des placements privés qui ne donnaient donc pas lieu à établissement d'un prospectus. Mais l'AMF, intéressant, avait anticipé que ce type d'émission prendrait de plus en plus d'importance et finirait par s'étendre aux opérations obligataires admises à la négociation sur les marchés réglementés. Et de fait, l'AMF a approuvé son premier prospectus en mai 2021, donc cette année, et qui permet l'admission sur Euronext Paris de Sustainable Linked Bonds en droit français. Alors, ce qui est intéressant ici dans le fonctionnement de ces instruments financiers, c'est qu'à la différence des obligations vertes dont les fonds levés sont utilisés pour financer des actifs verts, les SLB, eux, voit le coupon qui est offert augmenter automatiquement à une date prédéterminée si l'émetteur n'a pas réussi à atteindre les objectifs de durabilité qu'il s'était fixés à l'émission, c'est-à-dire et qui sont détaillés dans son prospectus. Ces objectifs d'ailleurs de durabilité, ils sont chiffrés, ils sont fixés à travers des KPIs, les fameux indicateurs clés de performance. Et à partir du moment où donc ces objectifs ne sont pas pour tout ou partie atteint, on a quelque part conçu un instrument de sanction puisque le taux de rendement de l'obligation va augmenter, ce qui sanctionne quelque part l'émetteur. On peut anticiper, je crois, que les émissions de ce type de produit va se développer au cours des prochaines années. Et évidemment, il appartiendra aux émetteurs d'arriver à convaincre les investisseurs de la crédibilité des paramètres retenus, avec tout ce que Sandra a expliqué tout à l'heure, KPIs, le rehaussement du coupon. Mais ça devrait permettre, encore une fois, à la place de Paris de s'engager davantage sur un modèle d'affaires des émetteurs qui est plus durable et qui est plus compatible avec les engagements qui sont pris par tous dans le domaine de la finance durable. Merci Anne-Hélène, merci Mathilde. Et donc, nous arrivons à la fin de notre webinaire après post-analyse donc sur la data et sur les stratégies produits. Mais nous avons encore des questions à répondre. Donc, qui en ressort gagnant de cette révolution réglementaire au niveau ESG? Quels secteurs pourront bénéficier de ces changements? Quelles thématiques doit-on privilégier? Et comment le marché va évoluer? Vers quoi on se dirige maintenant? Je vous laisse, Mathilde, Anne-Hélène et Sandra, donner vos conclusions sur ces 3 questions. Alors, on va dire qu'il y a déjà un renforcement, d'accord, de la, société de gestion à différents niveaux. Donc, ils doivent développer, une double compétence, d'accord? Continuer à maîtriser, leurs compétences en analyse financière et puis maintenant, développer leurs compétences, en fait, en analyse extra-financière. Et puis clairement, développer cette expertise plus, qualitative, ça va être également en fait un enjeu
de compétitivité afin de pouvoir proposer, on va dire, aux clients des produits un peu plus sur mesure. Si on se positionne, dans la relation assureur et société de gestion, dans le cas où un assureur souhaite confier ses fonds à un gérant externe, ce dernier doit s'aligner avec la vision ESG de l'assureur et prouver, on va dire, qu'il a les moyens et l'expertise suffisante et nécessaire pour mettre en œuvre, on va dire, une stratégie ESG qui correspond à ses attentes. Pour, les data providers, le bilan, il est un peu plus mitigé parce que, bah, plus la réglementation avancera, plus il y aura un modèle, comparable, standard et normatif. Donc et certainement qu'à un moment donné, une partie de la donnée ESG, elle sera en open source et gratuite. Donc on voit déjà, on va dire, les premières actions avec la plateforme Impact, où, les entreprises françaises peuvent renseigner les données environnementales afin de préparer déjà le terrain à la prochaine directive, CSRD. Même chose avec les apps au niveau européen qui est en préparation ou encore, bah, les templates EET pour faciliter la communication, des données ESG entre les différents acteurs du marché. Il y a encore en plus d'autres flux, aussi gratuits, d'autres sources en fait alternatives et qui restent très pertinentes comme les ONG ou, les réseaux sociaux. Mais les providers, on va dire, le savent, on va dire, connaissent déjà cette situation et sont déjà en train de préparer, le coup d'après. Donc, certains peuvent déjà, on va dire, délivrer un flux, de données quantitatives ESG basées sur les réseaux sociaux, d'accord? Comme Six avec leur offre, Orenda et on va dire d'autres, on va dire, développent énormément, leur offre, en fait, avec des services, par exemple sur l'engagement actionnarial, comme ISS, qui peut faire, des recommandations, de vote automatique sur les différentes AG en fonction de la politique ESG de la société. Et puis, de toute façon, bah, la couverture, on va dire, elle sera jamais complète, totale, au niveau global et international, en tout cas, à moyen terme. Il y aura toujours des angles morts à combler et donc d'autres sources, on va dire, seront nécessaires pour couvrir certains marchés et en fait, bah, les data providers aujourd'hui, majeurs, les plus gros, bénéficient d'une couverture plus large et en rachetant ou en faisant des partenariats avec justement les agences de notation locales pour diffuser la donnée. Donc ils ont quand même encore peut-être quelques beaux jours, à venir et je laisse Mathilde sur la partie, assureur. Merci Sandra. Oui, alors en quelques mots, effectivement, pour les assureurs, ils ont vraiment un rôle qui est crucial à jouer finalement dans ce mouvement de marché, dans cette mue du marché. Pourquoi? Parce que dans l'imaginaire collectif, on peut quand même envisager que tout ce qui est ISR se rapproche quelque part de la mission d'un assureur, peut-être même de manière plus évidente que de celle d'une banque, en tout cas, encore une fois, dans l'imaginaire collectif. Donc, il y a un vrai rôle à jouer pour les assureurs à s'affirmer sur ce marché-là comme des acteurs qui soient véritablement proactifs, qui se positionnent comme des co-concepteurs avec les asset managers, d'ailleurs qu'ils soient maison ou externes. On l'a bien vu d'ailleurs, on citait tout à l'heure les groupements de certains acteurs pour affirmer cette volonté de verdir leurs activités, comme ils disent. Donc on voit bien qu'on a un rôle très fort et l'assureur étant vraiment au centre de cet écosystème de l'épargne globale et de l'investissement institutionnel et ayant par ailleurs quand même des encours très 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 importants à disposition, on peut vraiment se dire que le rôle de l'assureur va être extrêmement prégnant dans cette révolution de la finance de marché. Et on le voit aujourd'hui, on le voit dans cette déclinaison sur l'ensemble des produits d'épargne et également en fonds propres en tant qu'acteur clé de ce mouvement. Je crois que Mathilde, tu parlais aussi de la mission justement que se donnent les assureurs. Dans les éléments de distinction, en tout cas dans les outils juridiques, on peut mentionner aussi la loi Pacte, encore une fois. Alors cette fois, c'est pas sur son article 77, mais il y a eu beaucoup d'apports. Mais elle a ouvert de nouvelles perspectives en matière de gouvernance, en offrant, comme vous en aurez probablement entendu parler, la possibilité aux sociétés de se doter, alors au niveau statutaire ou non, de ce que l'on appelle aujourd'hui une raison d'être et qui peut être définie comme une expression de l'utilité sociale de l'entreprise et qui vise, somme toute, à répondre à la finalité de cette dernière. Alors, aujourd'hui, clairement, la raison d'être se distingue très nettement de l'objet social qui, lui, continue de définir le périmètre de l'activité économique de la société.
Et au-delà de la raison d'être, Pacte a encore innové parce qu'on a aussi maintenant le statut de société à mission, alors qui est réservé aux sociétés commerciales, mais qui sont d'ailleurs déjà engagées sur les sujets sociétaux et environnementaux. Mais les mutuelles un peu avant-gardistes peuvent aussi en bénéficier. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, en France, on a Maïf Vie qui a opté très récemment, en juin 2021, pour le statut d'entreprise à mission. Et comment ça va se traduire aujourd'hui? En fait, la Maïf va se fixer des objectifs en tant qu'entreprise à mission sur sa propre ligne de métier. Et à titre d'exemple, il va y avoir le lancement d'un PER USR. Elle vise à obtenir des labels pour l'ensemble de ses fonds. C'est d'ailleurs le deuxième assureur en France à adopter ce statut, puisqu'il y a Generali et Clésia qui ont fondé Clésia SA et qui, elle, a les deux, c'est-à-dire qu'elle s'est dotée d'une raison d'être et du statut d'entreprise à mission. Donc, ça renforce, on voit qu'il y a un mouvement sur le marché donc, à travers encore ces deux statuts qui renforcent l'engagement sociétal des groupes. C'en est, je pense, une autre illustration. Merci à vous trois. C'est tout à fait ça. Là où certains acteurs vont simplement aller à respecter les obligations qui vont qui les encombrent, en fait, qui vont justement être en conformité avec la réglementation. D'autres vont prendre plus de hauteur et ils vont profiter pour asseoir leur position de leader sur le marché ESG et tout ce qui est autour de la finance durable. Maintenant, vous, participants, êtes-vous prêts pour vous positionner par rapport à cette transition écologique de la finance durable au court, moyen et long terme? Donc là, je vois qu'on a reçu 2 petites questions. Je pense que je peux les regrouper en une question liée un peu à l'actualité et à la stratégie produit. Donc, François, elle nous demande comment être véritablement différenciant et innovant dans la construction de son offre ETF. Et il y a Youssef aussi qui nous demande sur les produits dérivés et comment concrètement les produits des marchés ISR vont évoluer aujourd'hui. Mathilda, je pense que cette question est pour toi. On a quelques minutes avant de finaliser le webinaire. Oui, merci Anacé. Donc très rapidement, alors peut-être en 2 temps. Sur la partie ETF, comment on construit une offre différenciante? Alors déjà, sur les ETF, il y a quand même eu, parce que les ETF ressortent là, mais c'est quand même quelque chose qui préexiste depuis très longtemps et qui a d'ailleurs pas été très rationalisé par les assureurs quand il y a eu un boom des ETF il y a une dizaine d'années. On a référencé, et on s'est retrouvé dans les offres à avoir 52 ETF qui traquaient le CAC 40. Donc évidemment, avec un degré d'efficience économique quand même relatif. Donc déjà l'idée, c'est vraiment pour se différencier, c'est justement de créer des ETF qui ne soient pas redondants, pour que ce soit lisible pour le client. Si vous avez 32 ETF, même s'ils sont tagués ISR, qui suivent, je sais pas moi, des problèmes, des thématiques climatiques, etc., ça ne va pas être lisible. Donc il faut vraiment choisir une thématique et construire 1, 2, 3 véhicules, pas plus, pour que les gens comprennent déjà quels sont les critères différenciants entre eux. Par ailleurs, pour les assureurs, il y a un vrai enjeu économique autour des ETF, parce que le passage d'ordre se faisant différemment et via broker, il y a un vrai sujet d'efficience économique. Donc, ce qui pose la question d'ailleurs de la rationalité de l'offre. Donc, vraiment être précis, rigoureux dans son choix de co-concepteur, que ce soit un asset interne et ou une maison externe avec laquelle on fait un partenariat, et vraiment bien poser la thématique recherchée. On voit d'ailleurs que un certain nombre d'acteurs essaient de lancer des choses relativement innovantes. On a BNP Paribas qui vient de lancer un ETF qui est spécialiste sur les valeurs chinoises labellisées ISR. C'est le premier en termes d'historique, le premier tracker à suivre finalement un certain nombre d'indices chinois donc avec cette thématique ISR. Donc ça, par exemple, on est sur quelque chose qui est relativement innovant. Alors ça dépend de votre clientèle, il faut aussi avoir une clientèle qui a envie d'être exposée à l'Asie, mais c'est typiquement un exemple de ce que l'on peut décliner de manière efficiente sur les ETF.
Et en deuxième temps, et très rapidement, sur la partie structurée, effectivement, on peut envisager, un peu de la même manière que sur les ETF d'ailleurs, qu'on ait une déclinaison de l'ISR sur les produits structurés, parce que ce sont des produits très retail qui fonctionnent plutôt bien, en tout cas quand les marchés actions fonctionnent bien aussi. Et donc, on risque d'avoir des déclinaisons ISR sur les produits structurés de la même manière qu'on les a eues sur les grands indices actions avec des produits de campagne qui ont inondé le marché pendant quand même très longtemps. Donc voilà, là aussi on peut envisager que c'est un mouvement de marché qui va arriver. On a notamment la SG qui en a structuré deux. Athéna Objectif ESG qui les date en juillet 2021, le précédent c'était juin 2020. Voilà, on va avoir des structurés en série sur des sous-jacents ISR, ça c'est certain. Merci Mathilde. Une question de Laetitia. Oui, nous allons vous adresser le support à la fin de notre webinaire. Et justement, on arrive vers la fin. Je vois que pour le moment, on n'a plus de discussions, des questions sur le fil des discussions. N'hésite pas si vous avez des questions à les poser. On est malheureusement déjà arrivé à la fin de notre créneau, mais on pourra prendre note de votre question et vous adresser en réponse si nécessaire. Je tiens à remercier à nos intervenantes aujourd'hui, donc Anne-Hélène, Mathilde et Sandra, merci de votre participation. Merci encore à vous tous d'être connectés aujourd'hui et de votre enthousiasme qui est confirmé par les deux petites questions qu'on a eues à la fin de notre webinaire. Nous allons partager les slides, effectivement, les supports avec vous, mais aussi nous avons un livre blanc qui sort aujourd'hui et donc vous pouvez d'ores et déjà les télécharger. Je pense que aussi on va vous l'envoyer aux participants de notre webinaire. Donc, si vous n'avez pas une autre question, alors je vois quelqu'un dans les fils de discussion peut-être. Non, c'était la réponse au fait qu'on allait adresser le support. D'accord, j'avais les pop-up qui derrière Laetitia. Donc, c'est tout de notre côté. Merci encore d'avoir partagé cette petite heure avec nous et puis excellente journée à tous. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci, excellente journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.